Sud Radio, les vraies voix du foot. Tonton Maurizio. Est-il le principal responsable de la situation du Real de Madrid? C'est la première question qu'on vous pose sur Sud Radio. Vous pouvez participer, voter, donnez-nous votre avis. Et la deuxième question qui m'est sortie de la tête parce que on a eu un petit souci technique. Je compte sur toi, Thomas. Oui, la deuxième question. Le match Saint-Étienne-Lyon devait-il reprendre après son interruption? On parle bien sûr du match de dimanche soir qui s'est soldé par une victoire stéphanoise. Voilà, on va y revenir. Thomas est avec nous sur le plateau. Il va nous tenir informés de tout ce qui se passe sur l'évolution du score. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Je suis toujours accompagné de mes je peux vous appeler mes chouchous? Bon, allez, d'accord. Ça va pour cette fois. Je commence par Eric Blondel parce que... super. Ouais, c'est bon. Eric Blondel, comment tu vas? Très bien, merci. Comment vous allez Nous, on est contents, on est tous ensemble. Moi, je suis très heureux de venir le mercredi. Voilà. Merci beaucoup. Tu pars pas comme ça sans prévenir. Hein. Non, c'est pas dans mon habitude. Voilà. Pierre, comment ça va, mon petit Pierre? Ça va bien, je pensais que t'allais. Je voulais. Maxime d'abord, je l'aurais pas mal pris. Surtout qu'on a appris que Bordeaux ne monterait pas. Cette semaine. Et oui, c'est quasi officiel, hein, même si mathématiquement c'est pas fait, mais on est. Bordeaux ne montera pas en National 2 cette saison puisque nous sommes à 8 points de la montée et qu'il reste 4 matchs. Voilà. T'as vu, il a cherché à te contrarier d'entrée. Il est 20h04. Je me suis déjà exprimé sur le sujet hier. Je peux recommencer aujourd'hui. Voilà. Mais je suis content d'être là parmi vous. Bonsoir les amis. Voilà, avec son maillot de la Fiorentina pour ceux qui nous regardent. Moïse King, meilleur buteur du championnat, je crois que tu les as. Deuxième après Retegui. Voilà. On reviendra, je vous donne la sommaire, on reviendra donc sur la saison de Kylian Mbappé. On aura la minute de Pierrot. On va avoir Bastien Aubert, notre partenaire de butfootballclub.fr, qui nous fera un point régulier sur les deux questions du jour. On est content d'être là. Restez avec nous, on revient tout de suite après ça. L'info du jour avec butfootballclub.fr. Voilà. Et là, on a un coup de soleil. Bastien, est-ce que tu es avec nous, Bastien? Oui, je suis là, les amis. Bonsoir à tous. Salut, Bastien. Salut. Alors, donne-nous la température. Tu sais que, Bastien, je sais pas si je t'ai dit, on a failli avoir, et on l'aura bientôt, normalement, Ben Gouze. J'ai cru voir ça, Écoute, c'est encore Marseille à l'antenne. Moi, j'en suis ravi. Voilà. On fera un Paris-Marseille. Enfin, moi, j'y sais. Ouais, voilà. On aura deux Parisiens de Marseille. Enfin, deux Parisiens, oui. Deux Parisiens de Marseillais, ça sera sympa. Je l'ai eu au téléphone, il va venir prochainement. Voilà. On aura aussi Dominique Rocheteau, je le dis pour nos auditeurs. Je l'ai eu aujourd'hui au téléphone et on va l'avoir normalement incessamment sous peu. Bastien, donne-nous des nouvelles. J'avais noté le dernier score de l'OM. C'est vrai qu'on revient un peu en arrière. Ça remonte un peu, mais belle victoire de l'OM contre Montpellier. Est-ce que la température est meilleure à Marseille? Mais écoute, tonton, effectivement, une très grosse victoire contre Montpellier 5-1. J'étais au Vélodrome samedi soir. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, la première mi-temps était catastrophique. On va pas se mentir, il y avait un 0, mais on est rentré à la mi-temps avec mes collègues journalistes. On se demandait ce qu'on faisait là, très clairement. Ça s'est décanté en seconde mi-temps avec pas mal de buts, pas mal de jeux aussi. Mais franchement, l'adversité de Montpellier était tellement faible que je ne suis même pas sûr qu'on puisse se faire une idée sur le niveau actuel de cette équipe de l'OM. Évidemment, les 3 points sont importants dans la course à la Ligue des Champions, je pense qu'on va en parler. Ouais. Mais globalement, on est quand même à moitié rassuré ici à Marseille. On a vu une équipe gagnante, clairement, mais l'adversité était tellement famélique. Et vous avez réussi à prendre un but. Et on a réussi à prendre un but alors que contre une équipe qui n'avait pas marqué un but depuis exactement 7 matchs. C'est ça, exactement. Donc oui, ça fait partie des inquiétudes. Toute relative. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on va encore recevoir au Vélodrome dimanche le Stade Brestois, qui est une équipe qui est plutôt joueuse, donc forcément, c'est mieux pour l'Olympique de Marseille, qui n'aime pas jouer contre des blocs bas. Et je pense que Brest va quand même être plutôt fidèle à son identité de jeu. Mais oui, les questions restent un petit peu en suspens et j'anticipe un petit peu la question qui va arriver. Oui, je pense qu'il y a encore des tensions au sein du vestiaire. Ouais, c'est redescendu. Ça dit quoi les bruits de couloir? Ça dit quoi? L'ambiance est meilleure dans le vestiaire ou c'est toujours... Oui, c'est globalement meilleur, mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'éléments qui sont un petit peu. On va parler de Luis Enrique qui a encore fait un match catastrophique.
Il est clairement un sens de départ. N'en déplaise à Gilles, je pense qu'il est très clairement bien inquiet pour l'Inter de Milan. C'était plus sur l'indemnité de transfert dont on n'était pas d'accord. Mais c'est vrai que je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai que je pense que l'OM aurait bon intérêt à le vendre, même si Luis Enrique n'a pas été le pire cette saison, loin de là pour l'OM. Mais en plus, pour rebondir sur la question à laquelle tu viens de répondre, si les remous du vestiaire sont oubliés, il se disait que les cadres un peu Rabiot, Højbjerg commençaient à en avoir assez du manque d'investissement de joueurs comme Greenwood et Luis Enrique. Il s'avère que ce sont les joueurs qui ont sûrement la plus grosse valeur marchande si l'OM arrive à tirer un bon chèque pour Luis Enrique. Alors l'Inter, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, à voir si les remous de vestiaire sont vraiment oubliés, parce que Montpellier c'est comme le sparring partner idéal. Une victoire 5-1 ça peut faire toujours plaisir, mais surtout que Marseille a profité du fait que Monaco et Strasbourg se sont neutralisés, donc l'OM a repris la deuxième place, et ça faut plus la lâcher, Bastien. Oui, mais là c'est surtout le fait qu'en fin de compte vous avez rencontré une équipe qui est en grande difficulté, d'ailleurs ils vont descendre, et c'est pour ça que je pense que cette semaine à Marseille ça s'est bien passé. Mais le match de ce week-end, il est très important, mon ami. Très important. Disons que je suis obligé de te recadrer entre guillemets, Eric, parce que ça ne va pas se passer à Marseille, ça va se passer plutôt en Italie. Je ne sais pas si vous avez vu, mais toute une délégation de 50 personnes de l'Olympique de Marseille est partie se mettre au vert au nord de Rome pour justement passer une semaine plus tranquille, loin des tourments marseillais. Donc ça c'est une info importante, ça. Il y a c'est vrai qu'il une sorte de grosse mise au vert, mais à l'inverse, beaucoup de gens disent que c'est une manière un peu de fuir. Alors fuir, au sens péjoratif du terme, fuir l'ambiance, on va dire, à Marseille. Alors j'apprends à personne qu'à Marseille il y a une pression un peu sociale, populaire, en plus de médiatique et sportive, bien sûr. C'est rare un entraîneur qui part au vert aussi longtemps. Ça arrive, j'ai connu. Oh là là, c'est vrai. Non, ça avait eu les effets escomptés, c'est ça? Oui, une année avec Philippe Bergeron, on était parti carrément à Clairefontaine pour préparer un match, parce qu'il y avait une ambiance délétère, on avait plein de problèmes. Et en fin de compte, lui avait connu bien Clairefontaine parce qu'il était entraîneur de l'équipe, entraîneur des gardiens de l'équipe de France quand ils sont champions du monde en 98. Et quand il est entraîneur derrière, c'est vrai qu'on est parti à Clairefontaine pendant 4-5 jours. Et ça c'est pas mal ce qu'il a fait, je pense, Bastien, parce que ça permet d'un petit peu de recadrer, de vivre un petit peu ensemble, de laisser les familles un peu à la maison. J'ai rien contre les familles, mais quand t'as besoin de resserrer comme ça sur la dernière ligne droite, il faut se ressouder. Et ça, je pense que c'est pas mal quand même. Et en plus, c'est la solution que l'OM arrête de jouer à Marseille, comme ça il n'y a plus de pression, ça va gagner des titres. C'est une vanne de Maxime. C'est peut-être pas si loin l'Italie. Il y a un stade qui va être libre bientôt à Bordeaux, si vous voulez venir jouer. C'est toujours le parc Lescure, ça s'appelle toujours le parc Lescure. Non, c'est Atlantique. Le Chabon est occupé par le rugby maintenant. Ah bah voilà. Alors vous avez même plus de stade. Ouais, c'est clair. Il n'y a même plus d'électricité d'ailleurs, on l'a su pour l'autre club de Boavista de Gérard Lopez. Par contre, c'est loin, Rollo. C'est la dernière fois que tu me recadres, fils. Parce que là, plus jamais tu dis un truc comme ça. Très attention. Entre guillemets, non, mais t'inquiète pas, il reste la chambre 208 de libre à l'hôpital. Il n'y a pas de souci, mon ami. T'es un garçon agréable et adorable. Tu sais, Bastien, c'est ce qu'il disait en off. Eric, il disait très sympa, Bastien. C'est vrai que t'apportes une touche. Il a un souci. Un grand souci. Il est adorable, il comprend rien au football. Mais il est adorable. C'est embêtant. Bon, l'OM, tu sous-entendais que l'OM va finir deuxième? Ouais, honnêtement, c'est toujours compliqué parce que, comme l'a dit Pierre, il y a pas si longtemps, les écarts sont quand même pas non plus. Il y a un point, je crois, avec Monaco. Ouais, mais 4 points d'écart avec le 5e. Ouais, Lyon notamment, Lyon qui va sur une série un petit peu très particulière, donc oui, mais Marseille a récupéré cette deuxième place, le week-end a été plutôt prolifique effectivement, mais il reste encore 4 matchs pour tout le monde, de déplacement de l'OM notamment à Lille la semaine prochaine, donc Marseille, on croise les doigts très clairement, mais rien n'est encore acté, et puis surtout derrière ça revient aussi, donc faut voir ça aussi. C'est ça, parce que j'ai dit 4 points d'avance sur le 5e, mais je devrais dire les 5e, puisqu'il y a 3 clubs à 51 points, Nice, Lyon et Strasbourg. Le risque dans cette fin de saison, c'est que les jambes tremblent, tout simplement. Que maintenant, le moindre point sera vital, et on sait que Strasbourg, là, ils ont mis fin à leur bonne série, mais ils sont quand même très très redoutables. Je dis ça parce qu'ils ont fait un match nul, donc c'est pour dire à quel point leur série était forte en ce moment. Monaco, on sait qu'ils lâcheront rien, et que aussi leur objectif, c'est Ligue des Champions ou rien. Donc, attention, Lyon, tous les matchs vont valoir des points. Et Lyon, ils peuvent payer cher ce qui s'est passé
cette semaine, croyez-moi, mes amis. Ouais, on va en reparler après. J'allais le dire justement qu'on avait parlé de Lyon-Saint-Etienne, enfin Saint-Etienne-Lyon, le fameux match avec l'arbitrage. On donnera chacun notre avis, on essaiera de décortiquer. Moi, je voulais juste, je t'écoutais parler de l'OM. Pour moi, la saison de l'OM, elle s'apparente vraiment à l'Atalanta en Italie. C'est, t'attends l'OM, ils sont pas là, tu les attends pas, ils sont là. Pas Naples? Non, Naples, on est en tête, on est revenu sur l'Inter. Mais Pierrot, dans 5 minutes, je pense qu'il va en parler. Il ne parlera pas que de la Fiorentina. Ben Poli aussi. Mais t'es d'accord avec moi, Bastien? C'est un peu l'équipe cette année qui est difficile à anticiper. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, tonton. C'est en dents de scie, c'est les montagnes russes, tout simplement, à tel point que je crois qu'il n'y a quasiment aucun match nul de cette équipe sur la deuxième partie de saison, et il y a très peu de matchs nuls. Donc c'est dire, c'est soit des défaites, soit des victoires, et souvent c'est sur des scores assez larges. Donc c'est très difficile à délier. Difficile de se projeter, hein. Difficile de se projeter. Et même sur la saison prochaine, c'est encore un petit peu loin forcément, mais on est obligé de se poser des questions sur cet effectif actuel et surtout sur l'impact plus que de Zerbi sur le groupe. Mais tu sais que les budgets sont pas du tout les mêmes si tu fais la Ligue des Champions ou si tu les fais pas. Donc là, c'est un petit peu tôt encore. Mais la plus belle victoire entre guillemets en interne de l'OM, après le fond de jeu de Zerbi, c'est un autre débat là, mais la plus belle victoire, ce serait de conserver Zerbi. N'oublions pas que ça fait quand même quasiment 4 entraîneurs, enfin un entraîneur par an. Marcelino, Tudor, etc. Donc je pense que la plus belle victoire peut-être du duo Benastia-Longoria, c'est d'essayer de construire un semblant de continuité en gardant Zerbi. Je pense que on y reviendra. Là, on va rentrer dans la période. Tu sais que depuis que je viens, tu progresses. C'est quand il n'a pas sa chemise bouton, c'est pas le même. Pierre n'est pas le même. On te remercie Bastien de ces infos marseillaises. On dit à très bientôt. On est très content toujours d'avoir de tes nouvelles et de t'entendre. Merci à toi. On va faire un petit point sur les questions avec Thomas. Les 2 questions du jour, fais-nous un petit point avant la première page de pub. Ouais, je vous rappelle les questions. La première, le match Saint-Etienne-Lyon devait-il reprendre après son interruption? Vous êtes une majorité à considérer que non, 60%. Et l'autre question, je vous la donne tout de suite. Mbappé est-il le principal responsable de la situation du Real Madrid? Là, en l'occurrence, vous êtes un peu plus de 57% à penser que oui. Est-ce que c'est les Parisiens qui votent? On va en revenir tout de suite, on va en reparler tout de suite. Restez avec nous dans les vraies voix du foot. On revient tout de suite après ça. Les vraies voix du foot, 20h-21h, tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot avec Maxime Sénat à la réalisation. Est-ce que je t'ai présenté tout à l'heure? Même pas. Je crois. Je crois qu'on est parti direct en vanne. Oui, on a parlé de Bordeaux, c'est le principal. Voilà. Donc Maxime Sénat Thomas qui est avec nous sur le plateau, qui va nous tenir informés régulièrement du sondage auquel vous pouvez participer avec les 2 questions du jour. Éric Blondel qui est tout souriant, tout heureux d'être là. Toujours heureux d'être avec vous, avec toi mon ami, avec toute l'équipe ici à Sud Radio. Très très content. On est bien, on est en famille. Et Pierre Grégoire qui aujourd'hui est Florentin. Voilà. La Fiorentina qui est en train de mener sur la pelouse de Cagliari. Allez, on va enchaîner. 4 minutes de la fin. Il a eu peur de ma réaction. C'est extraordinaire. T'es trop près de lui, il faudrait que tu te mettes là. Non, là-bas c'est pas bon. On va revenir sur le... Faut mieux qu'on rigole maintenant parce qu'après ça va pas être drôle. On va revenir sur le match de Saint-Etienne-Lyon. Alors, on commence par quoi? Première question, est-ce que le match aurait dû reprendre? Écoute, ça dépend dans comment dirais-je, où tu te positionnes en quelque sorte. Moi, je dis que non. Le match n'aurait pas dû. Voilà, c'est quelque chose de particulier ce qui s'est passé. On peut pas admettre ce genre d'attitude. C'est une pièce ou c'est n'importe quoi. Ça va sur l'arbitre ou sur un joueur. Ça peut aller dans l'œil d'un joueur. Ça peut aller dans n'importe où. Moi, je suis pas. Pour moi, le sport de haut niveau, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu vas dans un gala de boxe, pour connaître un peu le milieu de la boxe, tu vas dans un gala de boxe, il y a que des initiés, il y a que des mecs qui sont corrects, il y a des mecs qui se tiennent bien, et pourtant, crois-moi qu'il y a, à l'intérieur des salles, quand tu regardes un gala de boxe, quand tu es dans un gala de boxe, il y a que des mecs qui pratiquent. Mais de temps en temps, le football, ça commence à bien faire. C'est ce genre d'attitude. Il y en a marre. Personne va te contredire là-dessus. Sauf que dans les galas de boxe, des fois, ça part aussi en sucette. Il y a aussi des bagarres générales. Excuse-moi, un peu moins quand même. Oui, un peu moins parce que les proportions. Si ça part vraiment. Mais ce genre de truc, on va balancer un truc sur. Puis alors, c'est des trucs de lâches
qui m'insupporte. Oui, non, mais là-dessus, on va tous être d'accord. Maintenant, ça peut arriver, et c'est arrivé aussi dans le milieu de la boxe, c'est arrivé dans plein de... beaucoup moins quand même. Beaucoup moins, mais dans plein de sports, c'est pas... Je défends un peu le football, parce que là, c'est un fait précis. D'après ce que j'ai compris, c'est un supporter lyonnais qui aurait jeté un truc sur le... Parce qu'ils l'ont identifié. Mais même si c'est un Stéphanois, c'est quoi le truc? Là, Saint-Étienne est responsable. Saint-Étienne reçoit, il faut savoir que Saint-Étienne est responsable de la sécurité, l'intégrité de l'arbitre, on va y revenir sur sa décision, mais le club est responsable de la sécurité. Maintenant, c'est une pièce qui a été lancée. C'est ça ce qui est un peu mitigé, j'allais dire, du point de vue du commentaire. Je sais que Thomas a aussi un avis tranché dessus, c'est que c'est difficile d'empêcher un supporter de faire entrer une pièce. Moi-même, j'ai allé voir Paris FC pas le sujet. Non, bien sûr, j'allais y venir. Vous vous trompez de sujet, justement, j'essaie de mettre à la place de ceux qui pensent que le match n'aurait dû continuer. Moi, je pense qu'il aurait dû être arrêté. Ne serait-ce que par exemplarité. Exactement. Vraiment taper du poing sur la table. Tu peux pas. Parce que si t'arrêtes le match, et là je vais être le contradicteur, parce que j'aime bien les Verts, mais ça aurait été une autre équipe de toute façon. Après, quand on va parler d'arbitrage, je suis plus pro-Vert, parce que là il y a vraiment un problème. Mais sur ce sujet-là, en tous les cas, c'est trop facile. Oui. Parce que moi, demain, je suis napolitain, je vais dans un stade, quand ils jouent à la Juve, je vais à Turin et je jette un truc. Et Turin est puni, la Juve est punie, et le match perdu, alors que moi, voilà, je suis pour le Napoli. Donc non, faut être très vigilant. Oui, mais responsable de ton stade, c'est comme ça. En filigrane, la question qui est derrière, c'est comme ça, peut rien faire. Est-ce que c'est le club de Saint-Étienne qui est responsable? En filigrane, la question qui se cache derrière. Qu'il y ait une amende, qu'il y ait un manque de sécurité, qu'il y ait un manque de vigile, de stadier, que ça soit pas bien sauvé. Mais déjà, ils ont identifié le gars rapidement. Donc le taf a été fait. Le taf a été fait. Et pourquoi tu vas punir 42 000 personnes? Le football va être puni parce que... s'il y a un mort, tu fais quoi? Mais je suis d'accord avec toi, Eric, c'est à double tranchant. Faut vraiment, c'est un sujet très. Moi, je pense que tout le monde a raison. Et tu sais très bien que ça va recommencer ailleurs. Oui. Qu'est-ce qu'on fait alors? On continue? On cautionne ça? Non, tu peux pas. Pas du tout. Donc t'es obligé, comme tu peux pas cautionner, t'es obligé de marquer le coup. Donc point final. T'es obligé de marquer le coup. Donc chaque adversaire, il va dans un club et puis il jette une pièce, match arrêté. Son équipe elle est menée, il jette une pièce et puis match arrêté. C'est entre guillemets parce qu'il a touché quelqu'un. En plus, il le dit lui-même, la personne qui a été arrêtée, comme tu l'as dit, est mise en garde à vue et elle sera jugée en octobre. Elle a même dit que c'était pas son premier coup d'essai dans ce match-là. Il avait tenté en vain de lancer une première pièce, il avait pas réussi à atteindre. Les gars, il y a des enfants dans les stades, il y a des femmes, il y a des familles. Il faut essayer de comprendre un petit peu. Quand tu te déplaces dans un stade de football, tu te déplaces quand tu viens avec tes familles et que tu vois ce genre d'attitude. C'est que l'arbitre s'en va comme ça pour dire voilà, bon allez, tout le monde au vestiaire. Ouais, non, les gars, ça suffit maintenant. Non, mais surtout que Saint-Étienne avait profité aussi d'un match arrêté à Montpellier il n'y a pas si longtemps avec des fumigènes. Et pour moi, c'est plus grave de toucher un arbitre avec une pièce que tout selon est moi. Grave. Après, on peut graduer la dangerosité d'une pièce. Non, mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que dans le cas de Montpellier, le club est responsable puisque les fumigènes ne sont pas censés entrer dans les stades. En plus, ça concerne plusieurs supporters. Là, en l'occurrence, on parle d'une pièce. T'as raison. Ils n'ont pas à lui retirer cette pièce pendant la fouille d'avant-match. Donc, pour moi, le club n'a pas à être tenu responsable de quoi que ce soit. On parle d'un individu probablement tout à fait stupide au milieu de 42 000. Qu'est-ce qui peut être reproché au club dans ce cas-là? C'est vrai, c'est tellement dur de sensibiliser. C'est dur de faire des campagnes. T'es obligé. C'est dur, en fait. Je vois ce que tu veux dire, mais la limite, c'est que, comme tu dis, on peut pas empêcher les gens de rentrer avec des pièces dans son portefeuille à chaque fois que Moi qui ai travaillé à Saint-Étienne pendant 10 ans. Je suis en train de vous dire qu'ils étaient obligés, pour moi, d'arrêter le match. Je pense bien que je me mets un coup de fusil dans le pied. Oui, mais de pas le reprendre. Tu penses bien que moi, je me mets un coup de fusil dans le pied parce que j'ai encore des amis là-bas, j'ai ma famille là-bas. Saint-Étienne, je l'aime jusqu'à la fin de ma vie. Ouais. Mais il y a des trucs, c'est inadmissible. Mais on est d'accord. Voilà, il faut comprendre ça, les gars. Non, mais tu peux, c'est inadmissible. Ça peut être sanctionné par des amendes. Ça peut être sanctionné comme ça l'a été dans le passé par des fermetures de tribunes. Ça peut être sanctionné de différentes façons. Mais ça va l'être. Individuellement. Pour moi, ça doit se faire dans un cadre individuel. Le type, on l'identifie. Apparemment, ça a déjà été fait. On l'interdit de stade, il prend une amende. Là, il était en garde à vue encore hier, si je dis pas de bêtises. Pour moi, voilà, ça passe par là. Ce qu'il faut, c'est empêcher cet individu, à titre personnel, de nuire à nouveau. Voilà. Après, la deuxième question... Quand tu organises un spectacle, comme un match de foot, t'es responsable. Mais qu'aurait pu faire le club de plus, en fait? Pour moi, c'est ça la question. Mais là t'es dans la prévention. On n'est pas dans les préventions, on est dans les actes. Il s'est passé ça, terminé, match arrêté.
parce que ça va recommencer. Ouais, mais alors là, et arrivé à un moment quand tu montres un exemple sur eux et qui vont quand tu montres un exemple comme ça, déjà au niveau sécurité, tu fais différemment. Au niveau des comment dirais-je, des autres stades, peut-être ça sera une autre organisation. Mais tu peux pas laisser ça comme ça, Mauricio. C'est pas possible. Ouais. Non, je dis pas de laisser comme ça. Je dis juste que ils ont pris le temps de réfléchir. Alors, est-ce qu'ils ont pris la bonne décision? Tout à l'heure, on avait une discussion avec un ami qu'on a en commun. Il disait, si moi, je suis lyonnais, le match est arrêté parce que lui, il aurait d'un seul coup fait un sac. Il aurait été il disait sous Zola, s'ils auraient été dans le bureau du délégué, ils auraient eu une telle pression que le match aurait pas été. Mais je pense qu'il a raison. Je pense qu'un président comme Olas, je suis pas certain que c'est pas revenu sur le terrain. Ils auraient pas écouté. Hein. Ouais, non, mais c'est pour ça que ça fait débat parce qu'en même fait, les délégués, ils auraient écouté. Oui. Et puis nous, mais bon, moi dans le foot amateur, j'ai vécu beaucoup ça, et c'est vrai que d'un seul coup, un fait comme ça, tu quittes le terrain, et tu reviens pas. Tu reviens pas, mais peut-être t'as un match perdu derrière. Si la Ligue retransmission, tout ça, il y a plein de trucs, il y a l'oseille en jeu, tout ça, mais. Moi, je pense que la sécurité dans les stades, il faut vraiment faire attention. On est d'accord. Et ils sont obligés de marquer le coup. On est d'accord. C'est pas dit que le match soit officiellement gagné par Saint-Etienne d'ailleurs. On verra les suites. En plus, il y aura des suites. Toi, tu dis, Pierrot, qu'il aurait dû être arrêté? Moi, je pense qu'il aurait dû être arrêté. Qu'il n'aurait pas dû reprendre. Oui, pas dû reprendre par souci d'exemplarité et de l'image. Pour la Eric, tu dis la même chose. Mais obligé 100%. Thomas? Ben non, moi, comme j'ai expliqué, pour moi, c'est logique qu'ils reprennent. Je pense que déjà, cette coupure de 45 minutes, c'est une manière de marquer le coup. Et ensuite, il y a aussi les conséquences directes auxquelles il faut penser. C'est 42 000 personnes à évacuer d'un seul coup. C'est des gens, je suis désolé de le dire, mais c'est aussi des gens qui, peut-être, viennent de toute la France, qui vont se retrouver à avoir regardé 30 minutes d'un match, de pas pouvoir voir la fin à cause, encore une fois, d'un individu. Le comportement individuel d'une personne qui n'engage qu'elle. Ouais. Et voilà. C'est toujours la faute d'une personne. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand t'as des types qui vont balancer les fumigènes sur le terrain, qui plus est quand quelqu'un est touché. Je trouve que le mec il te ressemble un peu, dis-moi. Le dis pas trop fort. Il a bien terminé en Val. Maxime, le match aurait dû reprendre ou pas? Ça dépend s'il y a du Doliprane dans l'infirmerie ou pas. Bonne vanne de Maxime, c'est là. Deuxième question, on va enchaîner parce que c'est vrai qu'on pourra en parler des heures et t'as raison, Eric, t'as raison. Si l'arbitre la prend dans l'œil, qui perd un œil, on est dans un autre délire. Donc mon beau-père disait les problèmes, il faut les prendre ça avant. Et c'est vrai que là, on est dans un cas de figure qui, voilà, il a pris un Doliprane, enfin voilà, je sais même pas où il a reçu le projectile, voilà, ça s'est passé, il a réussi sur le crâne. Ouais, voilà, ça a pas pris des proportions, mais ça aurait pu. La deuxième question qui pour moi, et peut-être on aurait dû le faire dans l'autre sens, mais tant pis c'est comme ça, c'est la décision de monsieur Le Texier. Je dis monsieur, je prends sur moi pour dire monsieur. Ouais, bah oui, parce que alors là, il s'est complètement planté, alors on y va gaiement sur lui, il est coutumier quand même, il s'est totalement planté. Ouais. Quand tu vois la faute et que t'es appelé par la VAR pour aller, comme ils font le signe, tu sais, là, style, allez, on va aller regarder à la télé ce qui se passe. Et quand tu vois la faute sur Tolisso, mais les gars, il peut lui casser la cheville. Ouais. D'où plus est, il sort. Il sort sur blessure. Ouais. Et il revient sur le terrain en disant, je me suis trompé, c'est pas rouge, c'est jaune. Mais la VAR, c'est pas l'inverse. Ouais. On marche sur la tête. Oui, les preuves sont suffisamment accablantes. En plus, il s'avère que les échanges VAR sont sortis, ont été médiatisés cette semaine. Donc, on a vraiment, c'était Willy Delageau qui était le bus VAR, qui appelle François Le Texier pour lui dire vraiment, viens voir l'écran, s'il te plaît, il y a doute. Alors, je pense que c'est une application vraiment stricte, mais mauvaise. Je tiens à dire que c'est mauvais selon moi, ce qui lui dit que finalement, le pied de Stassin serait sur le pied de Tolisso, alors que Le Texier le voit plus haut. Et c'est ça, la nuance, c'est ça qui fait que Le Texier va se dire, en fait, ça va pied contre, en gros, je pied contre pied, c'est pas rouge. Si ça avait été pied sur cheville, et là, voilà, la nuance c'est ça, mais c'est juste le Tolisso, il a le pied à 90 degrés. Je vais vous donner mon avis, il est très clair et net. Comme j'ai précisé, j'aime bien les verts, j'ai rien contre lui, mais j'aime bien les verts. Là, c'est monstrueux ce qui s'est passé. Je suis arbitre officiel, d'accord? Le sens inverse. Tu mets un jaune à un gars, et tu viens voir, et tu vois l'ampleur des dégâts, il sort sur civière, tu passes au rouge. Parce que t'as pas mesuré... Ça peut arriver. T'as pas mesuré l'ampleur et tu passes au rouge. Là, le cas inverse, c'est impossible. C'est pas ce que je viens de dire. Non, mais on est d'accord, Eric. Non, mais c'est le. Non, mais parce que là, je te donne la règle. La règle, c'est l'arbitre a le droit de mettre jaune. On le sait. Enfin, je le rappelle. L'arbitre, tu peux mettre jaune et puis après, tu visionnes. Bon, eux, ils visionnent. Nous, au niveau amateur, on visionne pas. Mais tu vois le gars qui sort sur civière. Ça peut. C'est obligatoire. C'est pas peut-être. Et en plus, quand tu vois les images, il y a même pas de doute. Mais je pense qu'il a regretté.
qu'il a pris sa décision un petit peu trop tôt et qu'il a. On s'en fout qu'après, il s'est senti bête au moment où ça change tout, Thomas. Ça change tout. Ça change tout pour Lyon. Ça fausse le championnat. Tout le monde est unanime là-dessus. Oui, mais ça salit notre sport. Moi, je suis amoureux du football et ça, c'est hors football. On est hors sujet. Je parle pas des Verts, ni de Lyon, ni de Marseille, ni le rouge qui met à Marseille, Marseille-Paris. Amina Harit, ouais. Voilà, mais il y a même pas photo. Non, mais dis-moi, c'est pas lui qui est sur Arsenal, Real de Madrid. C'est pas lui. C'est pas lui. Alors, il tape pénalty d'un côté, c'est le même. Par contre, il siffle pas pour Real, il siffle pour Arsenal. C'est pas lui qui a arbitré quand Donnarumma il est défiguré à vie, qui met pas rouge. Faut qu'il se remette un peu en question. Je pense qu'il a besoin de prendre un petit peu de vacances. Ouais, on est d'accord. Voilà. Tu veux pas l'emmener au Maroc la semaine prochaine avec toi? Demain, il a besoin franchement, c'est vrai qu'on remue le couteau dans la plaie, mais c'est tellement important parce que les enfants voient ça. Les gosses qui jouent au foot, ils voient ça et disent donc ça veut dire que c'est possible de faire ça. Donc non, c'est pas possible. Il s'est loupé complètement. Oui, et puis ça va alimenter. Franchement, ça va être un nouvel argument anti-VAR. Là, pour le coup, quand même, les preuves sont accablantes, ne serait-ce que voir Tolisso sortir en pleurs sur Civière. Oui, là, on peut dire. C'est dommage que j'y vais pas là parce qu'on est anti-VAR. On est anti-VAR, mais je suis pas d'accord anti-VAR parce que la VAR, pour moi, elle est très importante. Là, c'est dans certains cas de figure, mais là, c'est parce que tu tombes sur un arbitre, pour moi, sur le match, qui est totalement incompétent. Oui, mais parce que la VAR, c'est un outil de valeur ajoutée. Normalement, c'est quelque chose qui te sert. On peut pas dire que le Texier est complètement incompétent. Sur le match, il est complètement incompétent. C'est l'arbitre qui a fait la dernière finale de l'Euro. Il fait les gros matchs de Ligue des Champions. C'est un des meilleurs arbitres français. On peut pas lui tomber dessus là-dessus. Sur le match, il est Non, mais sur le premier avis, il sort le rouge. Et oui, il prend la bonne décision. Ensuite, mais pourquoi il change d'avis? C'est lui le patron. C'est pas la VAR, la VAR contrôle chaque rouge. Oui, mais c'est lui qui prend la décision. Derrière, la règle c'est quoi? C'est le pied au-dessus de la cheville ou sur le pied. Il voit le pied sur le pied, il rétrograde en jaune. Mais c'est pas l'arbitre central qui prend la décision à la finalité. Ce sont ceux qui rédigent la règle. Non, tu te trompes, mon petit. C'est mal dans le foot. Non, c'est pas appliquer la règle, c'est par derrière. C'est ceux qui rédigent la règle. C'est ceux qui rédigent la règle qui sont en faute à ce moment-là. Et là, quand t'es rappelé comme ça, t'es rappelé, tu regardes, tu prends la décision. C'est le central qui prend la décision. C'est lui le patron. C'est lui le patron. Il y a une mauvaise influence quand même des types dans le cas. Oui, c'est vrai. Oui, je suis assez d'accord. Quand tu prends la décision comme de rappeler, je suis assez d'accord avec ça. On est obligé de faire une toute petite coupure et on marque une page de pub. On revient tout de suite. Reste avec nous, on va y revenir. À tout de suite. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Le débat, je vous le dis, le débat a continué pendant la pause. On était sur Saint-Étienne-Lyon, l'arbitrage déplorable de monsieur Le Texier. Maxime, je refais un petit tour de table. Maxime Sénat, Thomas, Éric Blondel et Pierre Grégoire qui m'accompagnent. Maxime, t'étais en train de nous dire? J'étais en train de dire que vous vous trompez de cible. Voilà. Que tomber sur le Texier, pour moi, c'est pas la bonne personne qu'il faut accabler. On parle du match, on parle pas d'autre chose. On parle du fait de jeu. J'entends, c'est un tocard, faut qu'il prenne des vacances. J'ai pas dit c'est un tocard. Non, il a pas dit c'est un tocard. J'ai dit c'est un incompétent sur le match, faut qu'il parte en vacances. Oui, mais voilà, c'est un incompétent. C'est pas la même chose. C'est pire pour moi que c'est un tocard. Ça remet pas en cause ça. Toi, t'as passé un mauvais week-end, toi, avec Bordeaux. Un petit peu, je suis remonté. On n'aurait pas dû dire du mal de Bordeaux, c'est vu Maxime. Non, mais celui qui est à blâmer, je pense, c'est plus l'arbitre VAR sur ce match. Bien sûr. Et Willy Delageau, et je rappelle que Willy Delageau sera à l'arbitrage de PSG Nice ce week-end, alors que le Texier sera mis au repos ce week-end. Voilà. Maintenant, moi, je tiens à rappeler une chose, et vous allez me contredire, peut-être que j'ai loupé un épisode, mais le patron, c'est qui? Ah non, mais c'est le central. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais alors, que tu sois influencé par tes... Bon, moi, je sais pas, c'est une fausse question. Je sais très bien que c'est lui le taulier. Et c'est lui qui doit dire, toi, tu me donnes ton avis. Vous me donnez votre avis, là. Je suis pas d'accord. C'est le central qui prend la décision, point. Voilà. Donc, de charger le mec de la VAR. T'es appelé par la VAR, tu dis non, la VAR va se faire voir. Ouais, c'est arrivé plusieurs fois. D'accord, ok. Heureusement. Donc, décribilise pas la VAR sur les prochaines décisions qui sont peut-être à prendre. Et s'il se loupe. Non, mais en ce moment, il se loupe beaucoup. Mais oui. Mais non,
parce que le Texier, sur la première décision, il ne se loupe pas. Pourquoi il reste pas sur sa première décision? Parce qu'il est appelé par la VAR et qu'il voit le pied sur le pied et qu'il applique la règle strictement. Tu comprends pas un truc. La VAR, c'est une valeur rajoutée, c'est pas décisionnaire. Oui, mais dans les échanges, c'est central, c'est pour la décision. Le problème, c'est que dans l'échange qu'ils ont, s'il dit non, je suis pas d'accord avec toi, derrière la VAR, elle est out pour tout le match. Elle est décrédibilisée et d'un seul coup, ils interviennent plus. Qui change de métier. Moi, je suis à la VAR, j'appelle l'arbitre. Je prends la place du mec de la VAR, Max. 2 secondes. Je prends la place du mec de la VAR. J'appelle l'arbitre. Je dis, écoute, moi, je suis pas trop d'accord. Viens voir les images. L'arbitre, il vient, il dit, non, mais moi, je suis pas d'accord avec toi, Maurice. Prends tes responsabilités. Chacun doit prendre ses responsabilités. Mais c'est pour ça que je vous dis que vous vous trompez de cible en disant que c'est le Texier qui a foiré, alors que pour moi, c'est la VAR qui fait pas son boulot. C'est partagé. Il est responsable. Je suis responsable de cette émission. S'il se passe quelque chose, ça sera indépendant de ma volonté, mais c'est moi le responsable. À un moment, il faut prendre tes... Je ne sais pas comment on dit poliment. Il faut prendre tes mains, voilà, au cou, et à un moment, c'est toi le taulier. Il y a une décision finale, et la décision finale, c'est le central. Voilà. C'est ni la VAR, c'est ni la touche. Voilà. C'est le central. Maintenant, ce qu'on souligne... Quoi que vous dites. Ce qu'on souligne depuis tout à l'heure, ce que souligne Eric, à juste titre, c'est que là, c'est sur Saint-Étienne-Lyon, il y a eu Marseille-Paris, il y a eu... le Real de Madrid. Voilà, donc vous êtes en train de descendre en fall le meilleur arbitre français. Mais que tu crois? Mais non, que tu crois? Non, il est pas bon en ce moment. En ce moment, il est pas bon. C'est des faits de jeu isolés, mais il est pas non plus compétent. Ce sont des faits isolés. Sur ce match, il est pas bon. Voilà. J'ai dit sur ce match. Voilà. J'ai pas dit que c'était. J'ai dit qu'en ce moment, il est pas. C'est pas ça. Voilà. On entend beaucoup parler de lui. Il a besoin de vacances, c'est une façon gentille de dire oui, voilà, le remettons en question. Et puis normalement, ils sont. Ça c'est vrai qu'il a enchaîné beaucoup de matchs. Il était le mercredi à Bernabéu, il est le soir à Saint-Étienne. Voilà. Peut-être trop, peut-être que. Voilà. Carbonisé. Voilà. Carbonisé, plus lucide. Et c'est quand on sait. Moi, je vous le dis, je suis arbitre. Quand on sait comment c'est difficile d'arbitrer un match que toutes les secondes. Et toi, t'en fais des matchs plus compliqués. Oui, moi, je fais des matchs de banlieue. C'est autre chose. Fermeil et tout ça, là, ouais. Non, mais ça se passe très très bien. Ne laissez pas courir un bruit qui serait faux. Dans le 93, il y a plus de respect. Je vais vous dire, en banlieue, il y a beaucoup plus de respect que ce qu'on voit à la télé. Voilà. C'est bien dit. On enchaîne avec vous voulez rajouter un petit mot sur l'arbitrage de Je pense qu'on se mettra pas d'accord avec Eric, c'est bien dommage. Ouais. Mais bon. On réglera ça. Oui, non, mais moi, je comprends que chacun c'est son idée. Mais il y a un truc qu'il faut que les enfants. C'est comme ça, c'est la règle et c'est la loi du foot. L'arbitre central doit prendre la décision, point final. Ouais. Dans ce cas-là, on supprime la VAR. Voilà. Oui, moi, je dis dans ce cas-là, on supprime la VAR. Non. Si on l'abandonne à ses décisions. La VAR t'amène une valeur ajoutée, c'est ça que tu veux pas comprendre. Ça t'amène quand tu vois pas bien les choses. On t'appelle et puis on te dit tiens voilà il va à la lucarne. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que t'en penses? Mais là il a fait totalement l'inverse. Il s'est planté complètement. Donc il a le droit de se planter. Et maintenant est-ce que c'est le meilleur arbitre français? T'as lancé un truc. On pourra faire un sujet là-dessus. En effet, c'est le seul arbitre en France qui fait d'aussi gros matchs. Ouais, mais justement, est-ce que ça va durer? Est-ce qu'il va perdurer en finale de Ligue des Champions, c'est lui qui arbitrera la finale de Ligue des Champions, j'en suis persuadé. Il va exploser comme un popcorn, je te le dis, parce qu'il il va exploser comme un popcorn. Angleterre-Espagne, il n'a pas explosé. Ouais. Non, mais il a des qualités d'arbitre, c'est vrai qu'il c'est pas un mauvais arbitre. C'est bien que Maxime rappelle que c'est un très grand arbitre, qu'il est bon. Très grand, c'est un bon arbitre. C'est le Gotha européen, c'est sûr. C'est le Gotha avec, je sais pas, comment il s'appelle, Oliver en Angleterre, où ils sont un cercle d'arbitres européens très très cotés. En plus, à chaque fois, ça a été le cas pour Turpin il n'y a pas si longtemps, Monsieur Turpin, pardon, où la presse anglaise, la presse étrangère, lors d'un match de Coupe d'Europe, avait dit que les arbitres français étaient bons. Bon, bah là, il s'est peut-être un peu planté sur ce match-là. C'est pas un peu, hein. Mais voilà, c'est pas pour autant remettre ça modifie tout le championnat, mais bon, ça modifie quand même pas mal de choses. Je suis malheureux pour les Lyonnais, parce que tu ressors d'un match comme ça, parce qu'en plus, le deuxième, c'est. Terminé. Oui, c'est celui qui devait sortir qui a. C'est Tassin, oui, je porte des formations. Oui, non, mais c'est les plus. Tu vois, c'est plus le même match. Mais il y a des effets collatéraux. Lyon a le droit de défendre aussi sur le deuxième but. Ils ont le droit de défendre aussi, mais oui, d'accord. On va passer, tu as dit le mot, tu voulais dire quelque chose, Max, non? Non, je voulais dire que avec l'effectif lyonnais, c'est impossible de juger la défaite sur cette erreur de Le Texier. Bien sûr. Franchement, l'effectif de Lyon face à l'effectif de Saint-Etienne, normalement, il n'y a pas photo. Alors, la défaite n'est pas liée à ce. Il y avait la dynamique avec le drame de Manchester quelques jours. Attention. Ils ont joué 120 minutes.
Ouais, ils sont arrivés à Saint-Etienne, écoute-moi, il n'y avait plus d'essence, il n'y avait plus de moteur, il n'y avait plus rien. Et à 10 contre 11, peut-être que ça, c'est sûrement... Et là, non seulement ils ont joué 120 minutes, et ils ont eu ce qu'on appelle, dans le haut niveau, une décompression. C'est-à-dire, quand tu mènes avec 2 buts d'avance dans un match de Coupe d'Europe, et que t'en prends 3 derrière, crois-moi que les têtes, pendant 3-4 jours, ta femme te parle, tu l'entends pas, t'as mal aux dents, t'arrives pas à dormir, tu digères pas. J'ai été sportif de haut niveau, j'ai eu une défaite sérieuse, crois-moi. Pendant 15 jours, je suis pas sorti de chez moi. Donc j'imagine un petit peu bien sûr. Ce qu'ils ont vécu. Et derrière, il faut aller se taper le derby. À Saint-Etienne, un vrai derby, où je connais très bien, croyez-moi, où le derby c'est quelque chose, parce que quand un joueur arrive à Saint-Etienne, les anciens l'attrapent et lui disent voilà, il y a un derby là, mon ami, tu viens de signer avec nous. Voilà, alors t'as un Saint-Etienne-Lyon et t'as un Lyon-Saint-Etienne. À cocher sur ton calendrier, je te le dis. Parce que là, c'est des matchs particuliers pour les supporters. C'est pareil quand j'étais à Paris avec le Classico Paris-Marseille, Marseille-Paris. C'est des matchs particuliers, tu comprends. C'est quand t'as des jeunes joueurs qui arrivent, et ben tu leur montres un petit peu le but de l'année, tu vois ce que je veux dire. Mais là, les pauvres, ils avaient joué 120 minutes. Ils étaient rôtis, et en plus, ils perdent Tolisso au milieu de terrain. Donc excusez-moi, mais c'est un peu compliqué quand même. Ouais, complètement. Tu parlais t'as sorti le mot européen, on va y revenir avec la minute de Pierrot. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'Europe Alors, tu as 30 secondes. 30 secondes, alors j'ai hâte d'entendre parler du championnat ouzbek. Nous, on y va. Je commence forcément avec le futur adversaire du Paris Saint-Germain. Ce sera mardi prochain, évidemment, Arsenal, qui a facilement disposé d'Ipswich 4-0. On sait que le championnat est quasiment joué, puisque Liverpool aussi s'est imposé. Mais Arsenal conforte leur deuxième place, 6 points d'avance sur Nottingham Forest et 5 sur City, avec un match en moins en plus, qu'ils disputent ce soir d'ailleurs, Arsenal contre Crystal Palace. Alors dans les rushs finaux, comme ça, les dernières lignes droites, la crainte c'est toujours de se blesser. Bukayo Saka est sorti sur blessure, mais on craignait un petit peu pour lui, mais Mikel Arteta a rassuré un peu tout le monde en conférence de presse en disant que c'était pas si grave et que finalement Saka pourrait finalement tenir son rang face au PSG. Donc ils pourront compter sur tout le monde, d'autant que, comme je l'ai dit, la course au titre est quasiment jouée, puisque Liverpool s'est donc imposé lui aussi à Leicester 1-0, un but tardif d'Alexander-Arnold qui a officialisé en même temps la descente de Leicester un an après leur montée. Donc Leicester et Southampton, les deux anciens clubs de Claude Puel, qui sont relégués officiellement en D2, qui seront remplacés par... J'avais oublié. Les gens oublient que Puel est passé par là-bas. Ça chambre. Qui seront remplacés... J'ai eu un choc mental. Ça remonte un peu. Qui seront remplacés numériquement par Burnley et Leeds, voilà, pour la petite info qui monte officiellement. On attend le troisième strapontin, qui sera peut-être le Sunderland d'un autre Français, Régis Lebris. On verra pour les barrages de Championship. Puisqu'on parlait d'Arsenal, demi-finaliste, je bifurque sur un autre demi-finaliste, et la Serie A, Maurizio, l'Inter Milan, qui s'est incliné à Bologne sur un golasso dantesque de Riccardo Orsolini. J'ai deux Italiens à ma gauche maintenant, ça y est, c'est parti pour 2 heures. Ah oui, c'est pas pareil. Oui, d'accord, excusez-moi. Je sais pas si vous l'avez vu, le ciseau d'Orsolini à la dernière seconde pour terrasser l'Inter qui a raté l'occasion de reprendre 3 points. Et enflammer le Napoli. Sur Napoli, puisque le Naples s'est imposé difficilement quand même sur la pelouse du dernier à Monza. C'est pas une demi-finale de coupe ce soir là, Inter J'allais y venir. L'Inter qui poursuit son marathon infernal, il joue le Milan ce soir à 21h. Il y a eu un partout à l'aller, le Milan qui va plus du tout. C'est une catastrophe ce qui est devenu le Milan AC cette saison. Mais ce qui est important, c'est que l'Inter et Naples ont 71 points tous les deux. Et ce que les gens ont oublié, c'est que le règlement du championnat italien avait supprimé en 2006 une bonne vieille règle qu'ils ont réinstaurée en 2022. Si les deux clubs de Naples et l'Inter finissent à égalité de points en fin de championnat, il y aura un match d'appui. Il y aura une sorte de super finale, Maurizio. La différence de but sera effacée. Du moins, elle servira uniquement à savoir sur quel terrain le match sera joué. Si ça s'arrêtait aujourd'hui, il y aurait une super finale entre l'Inter Milan et Naples sur un match sec. Donc, ça serait une deuxième. La première fois, c'était arrivé en 64, où c'était l'Inter de Milan, encore eux, qui avait perdu contre 64, Bologne. très belle année. Ouais. Pour le vin? Non, pour ma naissance. La naissance de Monsieur Blondel. Faut que t'arrêtes avec le maillot de la FIO. Donc ils avaient perdu à l'époque une semaine après avoir gagné leur première Coupe d'Europe face au Real Madrid de Di Stefano notamment. Mais voilà, du coup les gens avaient oublié cette règle un petit peu. Ouais, mais c'est très important. Donc là, alors après, ça reste quand même assez rare. Évidemment, depuis 2022, c'était pas arrivé. Il reste 5 matchs quand même. Les deux clubs sont à 71 points.
si les deux gagnent tous leurs matchs, il y aura donc une incroyable finale. Je vais quand même vous... Confrontation directe. C'est vraiment depuis 2022 que ça a été rétabli, donc ça se jouerait potentiellement sur le terrain de l'Inter Milan. Voilà. On a un petit avantage au Napoli, c'est que on joue pas ni la Ligue des Champions ni la Coupe d'Italie où on a été sorti, et donc physiquement on a quand même un petit avantage. Et ce que je trouve déplorable, parce que les années où on joue la Ligue des Champions, quand tu joues la Ligue des Champions, et tu l'as dit par rapport aux Lyonnais, 3 jours après tu tombes dans le championnat, 3 jours après la Coupe. Et donc tant mieux qu'ils jouent sur tous les tableaux. C'est une très belle équipe l'Inter, mais ils sont quand même physiquement. Va falloir qu'ils aillent au bout. Surtout qu'on est presque au 10e mois de la saison. Une année footballistique. Voilà. Où les mecs ont enchaîné championnat, sélection et Coupe d'Europe. Ah oui, mais ça, ils sont pour rien, les pauvres. On leur impose des matchs. Après, ils gagnent d'un côté. Non, mais ce que je veux dire, au niveau de la fatigue, quand tu es préparateur physique, un métier que je connais, tu les gères plus pareil. Voilà. Tu vois, parce que c'est beaucoup plus compliqué. Bon, si c'est pour me couper que tu as sorti une connerie pareille, c'est pas la peine de me couper. Vas-y, continue. J'en profite sur ça, puisqu'effectivement, l'Inter joue, comme on l'a dit, face au Milan ce soir. Ils se déplacent à la Roma le week-end prochain. La Roma qui est en pleine bourre. 17 matchs d'affilée sans défaite en championnat, série en cours. Les miracles de Claudio Ranieri qui avait pris le club 12e et qui se retrouve maintenant à 3 points seulement de la 4e place. Monsieur Claudio Ranieri qui fait des miracles. Donc voilà, juste pour rappeler que ça serait bien une finale sec sur un match. Ça serait incroyable. Une finale, une saison qui se joue sur un match. Ouais, mais vaut mieux que ça joue comme ça, que moi je suis pour, que sur un goal average. Tu perds le championnat au goal average. Ça aurait pu arriver en France, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 98, lorsque Lens et Metz. De toute façon, les Italiens, il a bien fallu qu'ils inventent quelque chose encore. Alors là, une parade. Ah oui, alors là, ça y est, c'est parti, ils ont inventé un truc. En tout cas, voilà, c'est comme ça que ça va se passer, en espérant à Maurizio que Naples gagne tous leurs matchs. Faire des pâtes au pain. J'en termine avec l'Espagne, puisqu'on va en plus aborder le cas du Real Madrid, puisque l'Espagne. On va enchaîner après avec Kylian Mbappé. Tout à fait, le débat avec vous, les vraies voix. Ça sent eux aussi peut-être la saison blanche pour le Real Madrid, qui joue eux aussi ce soir un petit derby à Retafe, mais qui ont eu toutes les peines du monde à venir à bout de l'Athletic Bilbao le week-end dernier, un but stratosphérique de Valverde. Aussi tout à fait, en dernière seconde, d'autant que alors sans Mbappé, on va en parler, mais il n'était pas là Mbappé contre le Bilbao, ils ont gagné au forceps en dernière seconde, mais Mbappé qui s'est un petit peu fait siffler lorsqu'il apparaissait sur les écrans du stade. On va y revenir. Et le Real qui accuse 7 points de retard temporairement sur le Barça qui a eux aussi gagné. C'était un match fou le week-end dernier, ils étaient menés 3-1 par le Celta Vigo à domicile avec un triplé d'Iglesias, un triplé assez improbable, et ils ont renversé la vapeur en l'emportant 4-3. Et malgré un marathon, on l'a dit, des matchs qui s'accumulent, un effectif plutôt réduit, ils ont encore gagné hier. Un but là aussi de la délivrance de Dani Olmo, mais ils ont quand même vendangé pour avoir vu le match. Je vous promets que c'est vrai, j'ai compris hier pourquoi Pedri avait été Ballon d'Or. Alors c'est Rodri. Rodri. Mais Pedri le sera. Non, mais Rodri, non, mais c'est quel joueur. Pedri, il a une qualité technique. Non, mais t'as les syllabes comme ça qui parlent dans tous les sens. On va marquer une page de pub, je vois un verre d'eau. T'as fini 20 minutes, Pierrot. Fais tomber un peu d'oseille, c'est mieux. On va se demander quelles sont les raisons un peu de l'échec de la saison en eau de boudin du Real Madrid. D'autant que le week-end qui arrive, samedi, il y a la finale de la Coupe du Roi, un autre classico, le 100 millième de la saison, entre le Barça et le Real. Ça sera assez vite, nos finales de Coupe du Roi. Donc on va voir si ça sera un peu l'occasion pour le Real de sauver sa saison, et pourquoi pas d'Mbappé de sauver sa saison, qui fait, on le dira tout à l'heure, moi je trouve qu'il fait pas une si mauvaise saison que ça. Bon, on va refaire le point tout de suite, restez avec nous, on marque une page, je vais boire de l'eau. Merci pour votre attention. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot. Ma langue a fourché, je m'excuse. Je voulais dire Pedri et j'ai dit Rodri. Pedri sera peut-être Ballon d'Or un jour, vu comment il est fort. Ça, je suis d'accord. Parce que j'ai été épaté cet après-midi. En fin de compte, t'as dit quoi? J'ai pu. Mais je suis désolé. Ne m'en parlez plus, ça va pas en ce moment. Laissez-moi tranquille. Allez, on enchaîne tout de suite. Alors, je vous représente une dernière fois Maxime Sénat, Thomas, et Eric Blondel et Pierre Grégoire qui m'accompagnent pour parler du cas de Kylian Mbappé. La question du jour, tu nous refais un petit point, Thomas. Kylian Mbappé est-il le principal responsable de la situation du Real Madrid? Pour l'instant, vous pensez que oui, à hauteur de 56%. Voilà, nos auditeurs. Non. Alors voilà, t'es tout de suite, tu vois, là, il faut pas dire des trucs comme ça quand il y a Eric Blondel sur c'est la volonté de contredire. Et voilà. Et puis c'est pas la volonté de contredire. Déjà, tu peux pas cibler un joueur comme ça. Déjà, il fait pas une si mauvaise saison que ça. Par contre, pour moi, les fautifs, c'est le club. Parce que depuis 2 ans, on nous bassine en nous disant, est-ce que les 4 peuvent jouer ensemble? Et Ancelotti, arrive un moment, lui, il demande que Vinicius défende, il demande que Mbappé défende, ils défendent pas. Donc arrivé un moment, non, ils peuvent, non.
c'est pas de sa faute à lui, parce qu'il connaissait ses qualités footballistiques et ses défauts. D'ailleurs, Luis Enrique, quand Kylian est parti, excusez-moi, le Paris Saint-Germain, ils ont des résultats, hein, sans lui. Oui, un petit peu beaucoup. Ouais. Donc, pour l'instant, ils sont à équivalence. Pardon ? Pour l'instant, ils sont à équivalence. Équivalence de quoi ? Du parcours, je veux dire, il n'y a pas plus de titres à Paris avec ou sans Kylian Mbappé. Pour l'instant. Il y a attendez. Ouais. Non, mais il a raison, Maxime. Maxime, c'est. Dis-moi, t'as l'intention de me couper toute la soirée comme ça pour faire des conneries aussi ? Il y a la 202 qui est libre. Elle s'est libérée à l'instant. J'ai une pote infirmière, qui sera. Non, mais je pense qu'ils se sont trompés au moment sur le recrutement. Ils ont pensé que peut-être qu'il allait s'adapter aux exigences d'Ancelotti, aux exigences du Real de Madrid. Le Real de Madrid, c'est une Formule 1, et je pense qu'il a du mal, à rentrer dans les plans. Mais c'est pas le seul fautif. Voilà, il l'est en partie, mais c'est pas le seul. Je suis d'accord avec toi sur cet équilibre. Vinicius, s'il avance pas, Bellingham, s'il fait pas la saison qu'il a fait l'année dernière. J'allais y venir, le Real Madrid. Faut pas tout lui mettre sur le dos. N'oublions pas que le Real Madrid était quand même champion d'Europe il y a 10 mois. Je pense que les gens oublient vite que quand même l'effectif n'avait pas beaucoup bougé. 15 Ligues des Champions, Real. Exactement. Mais pour rejoindre, marcher dans les pas d'Eric qui a raison, c'est que on se rend compte que l'effectif est très faible. Pour un club comme le Real Madrid, où l'impatience, on l'avait déjà dit ici, l'impatience n'est pas de mise dans ce club. L'exigence, c'est un autre sujet, mais déjà, il y a beaucoup d'impatience dans ce club. Toni Kroos n'a pas été remplacé. Et quand on est le Real Madrid, on peut pas se permettre de jouer durant la saison, je parle, avec Tchouaméni en défense centrale, par exemple. C'est vrai, il a raison. Se permettre d'avoir des joueurs, selon moi, de seconde zone. Ouais. Je fais un parallèle important, parce qu'on aime bien associer le mot des Galactiques. On est un peu nostalgique de cette période-là, alors que le Real Madrid n'avait pas gagné de Ligue des Champions sous les Galactiques. En 2003, le Real Madrid fait venir David Beckham, entre autres, pour l'aligner avec Figo, Ronaldo, Zidane, et fait partir un certain Claude Makélélé dans le nouveau riche de Chelsea, qui était à l'époque. Et lui, pareil, ça avait été un fiasco total, puisque l'équilibre n'avait pas été trouvé. Je retrouve ce parallèle-là. Après, le fait qu'Mbappé arrive et décide dès le début de la saison de ne pas défendre pour courir, de pas ça courir se voit, pour défendre, quand tu connais un peu le football, ça se voit qu'il est présent que quand le ballon est dans les pieds. Exactement. Je pense qu'il a oublié parfois d'être le footballeur qu'on attend. Alors, sans parler qu'il s'est éparpillé avec le Stade Malherbe de Caen. Il y avait eu la période avant son interview chez Mouloud Achour, on l'avait évoqué ici, où il mettait pas un pied devant l'autre, il ratait penalty sur penalty. Ça a été mieux ensuite, mais il a quand même une saison à 33 buts. 33 buts, toutes compétitions confondues, ce qui le place, je l'avais déjà évoqué ici, deuxième au classement du meilleur buteur du Real Madrid pour leur première saison. On recrute un joueur. Alors, c'est vrai qu'il a un boulard pas possible, réputation mondiale, etc. On recrute un joueur, il nous met plan de 33 buts dans la saison. Bon, on peut pas vraiment dire qu'il a raté sa saison. Après, c'est tout autour. Ce qui influence le débat, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est tout autour, exactement. C'est tout ça. C'est monstrueux quand tu fais l'addition. Oui, mais le Real, les propos qu'il a eu, qu'il a dit, parce qu'il y a une phrase qu'il a dit, moi, qui me reste, et j'aime bien Kylian Mbappé, il n'y a pas de souci. C'est un membre du 9-3, je le répète. Je suis très fier de son parcours et tout, mais à un moment, il a dit, c'est à la fin qu'on nous attend. Donc c'est quand la fin, tu vois, là c'est fini. À la fin, il n'y a pas de titre. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, c'est saison loupée. Champions League terminé, le championnat terminé. Bon, t'as dit, il reste peut-être la Coupe du Monde des clubs. La Coupe du Roi samedi. La Coupe du Monde des clubs. Je sais pas si on va en parler un jour, mais là ils vont m'entendre. Il peut éventuellement sauver sa saison ou du moins son image. Mais je l'évoquais tout à l'heure contre Bilbao, quand il apparaissait sur les écrans du club, il y avait des petits sifflets. Je trouvais ça quand même assez débile, s'attaquer à un joueur qui joue pas. Non, c'est pas bien. Faut pas cibler un joueur. C'est de sa faute si Vinicius s'il met plus un pied devant l'autre. Non, je pense pas non plus. Faut pas non plus tout remettre. C'est pour ça que je dis que c'est pas le seul fautif. Vinicius, il a le droit. L'influence dans le vestiaire, peut-être que Vinicius se sent moins bien dans les détracteurs, cette équipe. Les détracteurs d'Mbappé, ils vont dire que voilà, il est parti de Paris. Paris, il n'y a pas une tête qui dépasse et ça tourne comme une horloge. Il arrive au Real, c'est un peu la tête de gondole, on va dire. Et puis c'est un peu pour ça aussi qu'on pose cette question, parce qu'on a envie de savoir ce que les gens pensent. Est-ce que c'est l'unique responsable ? Non, je pense qu'on est tous d'accord. Il est d'une part, mais évidemment, à côté, ses déclarations sont comme tous les autres. Ah, mais au Real Madrid, il n'y a pas de résultat. Maintenant, quel avenir pour Kylian Mbappé ? Quel avenir ? Bonne question, puisque pour moi, au Real Madrid, il ne peut pas y avoir plusieurs rois, entre guillemets. Vous savez, quand Cristiano Ronaldo jouait,
tout le monde jouait pour lui. Quand il est parti, c'était Benzema qui a été promu en leader d'attaque. Et là, le problème, c'est que Vinicius, s'il veut croquer dans le gâteau, Mbappé aussi. Et ça a été un débat depuis 2 ans. Est-ce que Rodrigo peut jouer avec Mbappé, avec Vinicius, avec Bellingham? Est-ce que les 4 peuvent jouer ensemble? On se rend compte. Rodri ou Pedri? C'est contagieux. Je vous préviens, je quitte le plateau. Oh non, c'est pas possible. C'est son émission, il se un peu de chier. Putain, non, Mauricio, non, Rodrigo. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est compliqué. Rodrigo, c'est qu'un seul but sur les 20 derniers matchs, je crois, seulement. Il est beaucoup moins bien que l'année dernière aussi. Voilà. Ouais. Bon, alors. Mais ce qui fait pas de l'ombre aussi, où il y a une pression avec le petit Hendrix qui est super fort. Tout ça, c'est du management un peu. Toi, Eric, qui a connu le haut niveau. Est-ce qu'Ancelotti est pas. Oui, mais alors en fin attention. Et j'ai connu le haut niveau, c'est vrai. On a géré avec Luis des cas particuliers comme Ronaldinho, comme Nicolas Anelka, comme plein de joueurs avec qui j'ai encore beaucoup de contacts. Mais il est moins problématique. Mais un truc qui est sûr, c'est que les égos, c'est très très compliqué à gérer. Mais ils ont un entraîneur qui a l'expérience pour ça. Et même lui, qui est sûrement un des plus grands titrés qu'il y a au monde, arrive pas à le faire cette année. Ouais. Donc c'est là qu'on il faut se poser les bonnes questions. Donc faut qu'il parte et repartir à 0. Franchement, je sais pas, je vous souhaite pas de mal, moi. Ancelotti, je parle. Non, mais Ancelotti, c'est pareil. On a du mal, je rigolais tout seul cette semaine en y réfléchissant et tout, je me disais, mais quand t'as sans manquer de respect au club de Caen, Nantes, Tinqueux, voilà, tu peux progresser. Je dis Tinqueux pour donner un nom. Non, mais t'as une marge de progression quand t'es le Real Madrid, tu passes à quoi après? Mais vivement que cette émission s'arrête. J'ai épuisé mes vannes. Faut accepter parfois d'être un peu moins bien. Le Barça est passé. Quand t'es le Real, t'as l'équipe qu'ils ont, on va pas tous les passer en ville. Tu recrutes qui? Ils ont le droit aussi de travailler et de recruter des bons jeunes espagnols et de tenter quelque chose. Faut accepter parfois de faire un petit pas en arrière. Regardez le Barça. Est-ce qu'ils ont le problème, ce Barça-là? Là, regardez, Lamine Yamal, il est chéri. T'as pas compris ma question. Ma question, c'est qu'est-ce que tu recrutes? Quelle remise en question? Le problème principal du Real Madrid aujourd'hui, il est au milieu. C'est pas le quatuor d'attaque qui. En défense aussi. Déjà, on a épargné l'attaque. Ils gardent les mêmes attaquants. Devant, t'as suffisamment de monde. Le problème, c'est que les ballons n'arrivent pas. Oui, mais le problème de ce club-là, c'est qu'ils veulent recruter que des stars, des non-ronflants. Mais ils avaient un joueur qui t'as des stars au milieu aussi. Et pourtant, t'as eu du Makelele, t'as eu du Toni Kroos. Oui, mais ce que je veux dire, c'est justement, faut recruter peut-être des joueurs qui amenaient les ballons, qui s'appelle Modric, et c'est malheureusement sur la fin. Oui, mais alors, des fois, il le fait démarrer, et des fois, il le met en place. Tu réponds à ma question. Modric qui va sûrement partir en retraite ou jouer ailleurs parce que voilà, il est en fin de carrière. Jusqu'en 2026, je pense. Il a prolongé. Il peut le garder. Il peut le garder. Vous comprenez le sens de ma question? C'est bien. T'as Courtois dans les buts. Je vais pas donner des noms parce que vous allez rigoler. Courtois, c'est bon. Bon, j'en ai donné un. Non, mais tu vois, il y a. Bon, Modric. Mais en plus, vous allez. Figo, t'as dit Figo. Vous allez dans mon sens. Il est blessé, je crois. Vous allez dans mon sens. Il faut revenir à des choses plus. Est-ce que vous savez la saison que fait Isco au Betis Séville? Vous voyez la saison qu'il fait? Il fait une saison incroyable. C'est qu'il faut des joueurs de l'ombre, mais pour ça, il faut repasser par des recrutements peut-être de joueurs plus en seconde zone. Qu'est-ce que t'as changé, toi? Mais non, mais t'as changé. Depuis que t'es connu avec ta chemise bouton, là t'es arrivé maintenant et en survêtement. Voilà, Valverde au début il est arrivé, personne ne le connaissait quand il est arrivé, il est venu très jeune au Real Madrid, mais il faut arrêter de tout le temps acheter des joueurs qui sont au prime de leur carrière. Faut passer par des porteurs d'eau. Il a dit, Eric, des porteurs d'eau, des joueurs de l'ombre, mais qui vont faire des bonnes transitions. Avec en Paris va chercher Vitinha, qui avait été en échec avant à Wolverhampton, ils vont le chercher au Portugal, etc. Sont des joueurs. Alors c'est peut-être pas des noms claquants au début. Mais c'est ça le problème. Le Real Madrid, tu peux t'acheter un milieu 5 étoiles aussi. C'est pas. C'est de plus en plus dur à trouver maintenant. On aurait dû poser la question comme ça. Voilà, on garde le standing. On a le problème de. Oui, mais en faisant ça, du coup, plus personne n'accepte que vous soyez éliminé en quart de finale de Ligue des Champions. Ça peut arriver parfois. Et là, il y a personne qui l'accepte. Ah oui, mais ça peut arriver. Ils n'ont pas un effectif pléthorique cette année. Ils ont juste les 4 de devant. Oui, mais en plus de ne pas être pléthorique, les joueurs de seconde zone, ils sont pas très bons.
Ils sont pas très bons. Donc quand c'est Dani Ceballos, Camavinga... Et Pedri, non, Pedri, du haut de ses 3 ballons. Il faut faire revenir Di Stefano. Oh putain. Pedri, Rodri, je veux dire, il y en a des joueurs, hein, faut arrêter. Hein. Bon, on va se quitter dans cette bonne humeur, malheureusement. Voilà, on arrive au Real, c'est mon combat. Ah bah regardez. On arrive à la fin de cette émission. Avec Rudiger, ça va y aller. Voilà, avec Rudiger. Allez, on vous remercie. Merci les garçons de m'avoir accompagné. Bonne semaine les enfants. Pierre Grégoire, Eric Blondel, Thomas qui nous a accompagnés sur la question du jour. Le sondage, tu nous vas un petit point vite fait. Oui, laisse-moi 10 secondes. Allez, en attendant, je remercie Maxime Sénat qui nous a aussi avec plaisir. Voilà, qui participe avec nous, qui fait partie de la famille sondage Sud Radio. 95-5%. Voilà. Le Real Madrid, tu l'as rapidement? Équilibrer le débat. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci à tous les auditeurs. Merci à Sud Radio. Et on vous dit à la semaine prochaine, mercredi, 20h, 21h, dans les vraies voix du foot. Ciao.